Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de questions publiques, cette émission qui vous permet d'être au parfum de l'actualité avec des débats importants. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Bien sûr, ces mesures doivent être appliquées aussi par des gens qui doivent être eux aussi intelligents, si pas médiocres. Merci de la sympathique attention que vous nous accordez à Kinshasa, capitale de la RDC. Brazzaville, aux environs, vous nous suivez par Internet, petertiani.rdc.tv sur YouTube. Nous vous disons un grand merci. Une émission à bâton rompu avec quelqu'un, avec un mouvement. Ils sont sortis comme ça. Ils sont venus et des points en temps, ils commencent à parler. Il semble même qu'on me dit qu'ils commencent à parler beaucoup. Mais aujourd'hui, on va encore creuser avec eux sur les questions des leurs, les questions d'actualité. Les marches appelées par le CLC, quelle est leur position? Les évêques, message des évêques au niveau mystique aujourd'hui, la libération du Congo, quelle est leur position? Comment ils entrevoient l'avenir? Nous décryptons l'actualité avec les Congolais debout. Le plus debout d'entre eux, syndicat d'Okolo à l'étranger, sa porte-voix, sa voix est portée, j'allais dire, par son porte-parole de Congolais debout. Juriste de formation, Hervé Diakese vient croiser le fer avec Petertiani. Bienvenue. Merci Petertiani. Comment vous allez? Je vais très bien, toujours debout. Toujours debout avec vous et avec aussi nos amis de Congolais debout, oui. Qu'on voit à travers les images. Oui. Comment se portent les Congolais debout? Écoutez, les Congolais debout se portent très bien. Mais sont extrêmement révoltés face à l'incurie de la situation de notre pays et restent déterminés avec tous les autres mouvements citoyens et particulièrement avec le comité de laïque des coordinations catholiques pour continuer les combats pour l'alternance. Comité des laïcs catholiques qui se cache? Non, ils ne se cachent pas puisqu'ils organisent des marches et la population est là. Mais ils ne saisissent plus l'autorité. Mais c'est d'abord, je précise une chose, je profite de cette opportunité pour manifester la compassion et la solidarité des Congolais debout vis-à-vis de tous les leaders du comité laïque de coordination qui, pour des raisons évidentes, sont contraints à l'exil intérieur dans le pays et particulièrement à Madame Léonie Kandolo avec qui nous avions sérieusement travaillé pour l'élaboration du manifeste des citoyens congolais, le professeur Isidore Ndaïouel, le professeur Thierry Landou, le professeur Okana et l'ensemble des cadres du comité laïque de coordination pour qu'ils sachent que leur message est suivi et relayé et nous en sommes l'un des relais, donc à ce niveau. Ils ne saisissent plus l'autorité, si l'autorité ne respecte pas les lois, l'autorité ne respecte pas les principes qui établissent le droit à une manifestation pacifique, mais on se retrouve dans une logique de défiance. Mais j'ai toujours l'impression qu'ils prennent la peine de notifier leur marche. Et ce qui est assez étonnant, c'est les réflexes pavloviens de l'autorité, de récuser le principe de la marche ou de voir des partis satellites de la MP s'organiser pour préparer une lettre de notification d'une marche fictive. Tout ça serait prêterait à rire. Tout ça, dans d'autres circonstances, apparaîtrait comme de la comédie. Mais malheureusement, ça aboutit à des morts, à des exécutions extrajudiciaires. Quand vous dites exécution extrajudiciaire, pour nous qui n'avons pas fait le droit, on vous suit à la maison, ça veut dire quoi? L'exécution extrajudiciaire, c'est chaque fois que une autorité ou une structure relevant de l'État s'autorise à porter atteinte à la vie d'un citoyen sans que cela n'ait été autorisé par un tribunal. Seul un tribunal peut ordonner l'exécution. Mais quand c'est les gens qui viennent dans les marches, qui aucun viennent pouvoir, agresser, aucun régime, aucune structure dans ces pays n'est autorisée au nom de la sécurité à utiliser d'abord des moyens létaux, ça veut dire des armes à feu, des tirs à balles réelles pour disperser une manifestation. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, même dans les cas, dans les hypothèses où on serait amené à éviter une organisation qui peut s'émuer à une insurrection, lors de ces genres de circonstances, il y a un protocole pour faire usage des armes à feu. Ce protocole exige qu'on passe par des sommations préalables.
ces sommations préalables, dont la formule est connue par tout le monde, hein, civil comme militaire, c'est que l'autorité militaire, l'autorité de la police qui va maintenant mettre en mouvement l'action, précise aux citoyens, obéissance à la loi, on va faire usage des armes à feu, que les bons citoyens se retirent. C'est un préalable. Il faut une sommation lorsqu'on entend faire usage des armes à feu. Ici, on entend et même dans ces cas, on tire d'abord en l'air. Non, ici on entend bêta. Ben oui, c'est ce qu'on appelle exécution extrajudiciaire. On vous a vu escalader les murs, Saint-Michel, non? Non, mais j'avais failli... Dans tous les sens, le Congolais debout. Oui, oui, bien sûr, parce que... Vous partagez les manteca et, exactement. Et vous couriez dans tous les sens. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes. À un moment donné, nous sommes tous dispersés. J'avais failli à un moment donné me retrouver dans la brousse près de Saint-Michel. Dieu soit loué, certains de mes collègues m'ont ramené vers l'église parce que la plupart de ceux qui se sont retrouvés dans la brousse de la Snelle et dans les environs ont été sérieusement molestés. On leur a arraché tous leurs biens. Les dames se sont vues arracher leurs sacs, les portefeuilles, les téléphones. Mais comment vous voulez qu'on vous traite quand c'est les Congolais debout dont on connaît les intentions, vous êtes dans les marches? Mais il n'y a pas que vous, il y a aussi... les combattants aussi qui viennent de l'UDPS, hein? Parce que Kabunda a déjà révélé les secrets des 50-50, 50-50. Oui, donc il faut que, bon, avec les révélations de Kabunda... Hein? Non, non, il n'y a aucune révélation, ça c'est de la surenchère politicienne. J'ai beaucoup L'Église catholique vous donne les cadres non, et vous emmenez vos combattants avec les armes. Il faut qu'on soit très clair, nous nous sommes retrouvés dans une situation où l'opposition a fait ce qu'elle pouvait, mais avec un État policier, un État dictatorial, l'opposition n'avait plus une marge de manœuvre certaine. Il suffisait d'encercler la résidence des X-leaders, de faire une campagne en disant aux gens que tel marchait parce qu'il veut être Premier ministre ou Président, ça parvenait à décourager tout le monde. On doit reconnaître que l'émergence du comité laïque de coordination... Mais c'est après tout son rôle de père spirituel que de sauver un peuple dans la douleur, mais surtout de rappeler que les gouvernements congolais, les autorités congolaises, et particulièrement Joseph Kabila, avaient sollicité la CENCO pour créer un cadre de survie à la fin de son mandat et de créer une légitimité minimale pour l'organisation des élections. Ce qui avait demandé des signatures d'accords dont lui-même était l'un des garants. Donc, en cela, qu'est-ce qu'on demande de plus? Il faut quand même qu'on se dise les choses. Joseph Kabila est hors mandat. Point. Il n'est plus légitime. Nous n'avons plus aucune institution légitime. Donc, ce qui est en train de se faire, c'est un mécanisme pour éviter d'entrer dans un chaos d'illégitimité totale. Et donc, en cela, des structures comme l'Église catholique sont en train de porter à bout de bras un pays qui est totalement poussé vers les précipices par les fossoyeurs de la démocratie pour des motifs que nous avons du mal à comprendre de la part de nos propres compatriotes. Et pendant ce temps, les catholiques ont pris ce dossier à bras-le-corps et ils ont payé les frais. Hein? Oui, effectivement. Maintenant, on apprend à gauche, à droite. D'abord, les évêques ont été plusieurs fois molestés, les chrétiens, certains tués, comme Deschades à Kitambo, par exemple, cette aspirante et d'autres. Oui. Mais on voit les évêques molestés, l'église, les paroisses gazées par des lacrymogènes. Et là, maintenant, on commence même à attaquer des couvents et tout. Comment vous réagissez par rapport à ces pratiques qui ont élu domicile aujourd'hui? Je suis vraiment content de l'opportunité que vous nous donnez par votre prestigieuse émission pour déjà dire une chose. Hein. Je place d'abord le contexte. Depuis un certain temps, nous assistons à une sorte de banalisation du sacrilège. Ce qui est quelque chose d'extrêmement grave dans une société. La plupart des anthropologues, la plupart des gens qui ont étudié l'évolution de l'espèce humaine précisent qu'à quel moment peut-on considérer que l'être humain, l'homo sapiens, est devenu un être civilisé ou est entré dans la civilisation. L'un des moments où on constate cela, on dit c'est au moment où il a commencé à enterrer ses morts, à prévoir des tombes, donc à créer des cimetières. C'est cette chose qu'il a distinguée de l'espèce animale. Donc c'est cette conscience du caractère sacré de la vie, mais aussi de la communion avec le monde spirituel. Et les gens
qui nous mettent en communion avec le monde spirituel. Donc les gens qui ont le sens du sacré, ce sont notamment nos prêtres, nos pasteurs et toutes nos autorités ou nos guides spirituels. Et lorsque nous agissons avec légèreté, en pénétrant dans les lieux de culte, en les détruisant, en agressant aujourd'hui les prêtres, les religieuses dans les couvents, en lançant des messages et où on les menace de venir et on vient, en les agressant physiquement, nous entrons dans une spirale grave. Et si en plus ces actes ne sont pas réprimés, sanctionnés, nous sommes dans un contexte extrêmement grave. Et je tiens à préciser, si vous me permettez, dans 2 minutes, quelles sont les initiatives que nous entendons prendre. Mais ce contexte est important pour dire que même si, après on pourra nous parler des actes de banditisme, ce qui n'est pas exclu, mais qu'il y ait aujourd'hui des actes de banditisme spécifiquement ciblés contre les prêtres, les abbés, les couvents, nous démontre qu'un climat a été créé délibérément pour rendre acceptable et possible ce genre de choses. Attaquer un couvent, attaquer des prêtres, insulter des hommes d'église, c'est admettre l'inadmissible, c'est tolérer l'intolérable, c'est accepter l'inacceptable. Et nous, les Congolais debout, nous avons décidé que nous n'accepterons pas ça. Donc, si je comprends bien, vous commencez un peu à vous transformer en pasteur, là. Non, du tout, mais quand nos pasteurs nous prêchent, etc., ils nous demandent aussi de vérifier dans les Écritures, d'abord la réalité de ce qu'ils disent. Et donc, aujourd'hui que le combat pour la libération du Congo est porté dans sa dimension mystique, nous aurions tort de ne pas rentrer dans le fondement de la dimension mystique pour aussi relayer et appuyer ces combats. Par exemple, moi, aujourd'hui, nous les Congolais debout, nous entendons justement par rapport à ce que nous dénonçons, les agressions contre les prêtres, les religieuses et aussi les autorités ecclésiastiques. Rappeler une chose, c'est qu'il y a un passage biblique dans Psaume... Avant vous lisez ce passage biblique, est-ce qu'eux-mêmes, les prêtres, ne se sont pas comportés en politique? C'est comme ça qu'on leur traite comme ça, comme les gens de la majorité disent. Hein? Mais je ne sais pas. Ils se sont mis à l'avant-plan, laissés à prêcher, ils ont pris parti pour un camp, confirmé par Kabound. C'est comme ça qu'on leur traite maintenant. Non, non, j'ai déjà donné... je ne pense pas que Jean-Marc Kabound, lorsqu'il circule dans toutes les églises les jours de manifestation, il a l'impression que les gens portent sur leur front 50% IDP, 50% ceci. Moi, je crois que ça, c'est vraiment de la récupération politicienne, mais ça n'a pas... C'est comme ça que la majorité dit on leur traite maintenant comme la majorité cherche toujours tout ce qui leur permet de justifier leur incurie, leur carence. Aujourd'hui, les évêques, les autorités religieuses leur rappellent justement les respects de leurs propres engagements. Ils leur rappellent pourquoi ils sont allés à la Cinco, pourquoi nous devons avoir des élections, pourquoi il faut une décrispation, parce que ce pays est à nous tous. Ce qui serait grave, c'est que les évêques observent une neutralité dangereuse, parce que lorsque dans une situation d'injustice et d'oppression, c'est ce que nous connaissons, vous choisissez la neutralité, vous avez choisi les camps d'oppresseurs. Vous allez dire que si Desmond Tutu était resté neutre pendant l'époque de l'apartheid, Mandela serait encore en prison, il serait mort en prison. Même Jésus-Christ, lorsqu'il arrive dans les temples et qu'il trouve qu'il y a des gens qui ont transformé la maison des dieux en caverne de voleurs, il a pris un fouet, il les a chassés. Il faut qu'à un moment donné qu'on se comprenne très bien. La foi, ce n'est pas fait pour être vécu dans la sacristie. L'église, c'est comme une station de carburant. Vous partez, vous ressourcez. Mais le véhicule n'est pas fait pour être garé dans la station de carburant. Il est fait pour sortir. Alors, si on prend la Bible, Jésus vous dit, vous n'êtes pas les sels de l'église. Vous êtes les sels de la terre. Vous n'êtes pas la lumière de l'église. Vous êtes la lumière du monde. Donc on est fait pour aller briller dans le monde, pas pour aller briller dans l'église. À l'église, on reçoit la lumière qui est la parole de Dieu, mais on va dans le monde pour la faire briller. Pour dire tu ne voleras pas. C'est quand tu ne voleras pas, on ne vole pas dans c'est pour l'église. Et donc tu vous vous insurgez à cette attitude, ce comportement non, de molester de prêtres, nous insurgeons. De couvents. Nous nous insurgeons parce qu'il y a une procédure, il y a une attitude. Une perquisition, soit dit en passant, est organisée par le code de procédure pénale. Il n'est pas fait de manière cavalière, de manière totalement arbitraire et en plus sans un fondement d'une base légale. Ici d'abord pour notre campagne aujourd'hui, nous sommes référés au livre de Psaume, Psaume chapitre 105, du verset 13 au verset 15. Alors très rapidement, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, Congolais debout, en décortiquant ces passages, nous trouvons?
Au verset 13, il est dit, hein, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Parce que ce n'est pas parce que vous voyez un prêtre dans une paroisse, dans un milieu défavorisé, ça vous autorise, ça vous donne le droit, à cause de votre position dans l'État, de le déshabiller, de l'exposer publiquement. Ils peuvent aller d'un coin à l'autre. Il peut aller dans une paroisse à Binga. Il peut aller dans une paroisse à Maluku. Il peut aller dans des milieux méprisés et reculés de ces pays. Mais ils vont là où les gens ont besoin d'eux, parce que ce sont des gens créés à l'image de Dieu. Et on n'a permis à personne de les opprimer. Et l'autre passage ajoute, et c'est important, ça c'est le verset 15 déjà, et il châtia des rois à cause d'eux. Et il châtia des rois à cause d'eux. Dans ça, on comprend bien les îles, il s'agit des dieux. C'est Dieu qui permet à tous ces prêtres d'aller dans des paroisses reculées, de s'occuper de ceux qui sont dans la misère, de s'occuper de ceux qui sont dans la misère la plus abjecte, de ceux qui sont dans la prostitution, de ceux qui sont dans la maladie, de ceux qu'on ne peut pas soigner, de ceux qu'on ne peut pas scolariser. Mais eux s'occupent d'eux. C'est pourquoi on ne permet pas qu'on puisse les opprimer. Et on ajoute, hein, les mêmes versets 15, je clôture par là. Donc il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous fondons sur ça. Nous lançons aujourd'hui la campagne. Ne touche pas à mon prêtre. Ne touche pas à mon prêtre. Si on a des choses à reprocher à un prêtre en tant qu'individu, il doit jouir des prérogatives reconnues à un individu. Mais permettre un climat malsain, de les agresser à domicile, ou d'autoriser, ou de trouver banal qu'on puisse aujourd'hui entrer dans les couvents, entrer dans les monastères, ou d'entrer dans les cures, dans les abbayes, pour voler, piller et tabasser les prêtres, c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est inacceptable. Tout ça. On a même vu un prêtre déshabillé ici par un acteur politique. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. À ce point-là. Vous faites devoir de mémoire. Retenez cette émission. Revenez sur ces fondements. Un jour, nous connaîtrons les conséquences de cet acte-là. Vous savez, le prêtre, ce n'est pas l'individu, les personnages. C'est l'huile, l'onction et la mission qui lui a été attribuée. C'est l'erreur que nous pouvons commettre en traitant avec lui. On peut rigoler, même boire avec lui. Mais son appel, ce n'est pas lui. C'est celui qui l'a appelé, c'est lui qui lui a donné cette mission. Alors nous, les bénéficiaires, nous qui avons pu, même un seul jour, bénéficier de cette église catholique. Moi qui vous parle, je ne suis pas catholique. J'ai étudié dans une école catholique. Je connais des gens qui, d'une part ou d'une autre, ont bénéficié de l'œuvre et de l'action de cette église. On ne peut pas permettre que ces choses continuent. On ne peut pas permettre cette attitude cavalière, cette légèreté et cette attitude de défi et de mépris contre leur mission. S'ils prennent une position contre-politique, attaquez le bien fondé ou le mal fondé de cette position politique. Mais pas leur mission, pas leur vocation. Parce que ce qui se passe, c'est que si nous perdons l'essence du sacré dans un pays, nous perdons notre essence d'humanité. Je vous l'ai dit, l'évolution de l'homme dans la civilisation, c'est quand il a commencé à enterrer, c'est quand il a commencé à prier. Parce que là, il a compris les sacrés. Aujourd'hui, si vous commencez à attaquer les couvents, vous commencez à attaquer tout ce qui est symbole du sacré, les églises. Mais après, quand on va commencer à attaquer vos cortèges, quand on va commencer à s'attaquer à vous, nous entrons dans un cycle d'abdication de ce qui constitue les repères moraux d'un État. Et c'est inadmissible. Alors par rapport à ce que vous dites, ça m'interpelle. Je vous pose directement cette question. Comment est-ce que c'est les Congolais debout aujourd'hui qui prennent cette initiative? Mais où sont tous ces Congolais? Où sont tous ces partis politiques? Où ce monde, nous observons là, on dirait, nous voyons, mais nous ne comprenons pas, nous ne réalisons pas. Visiblement, on dirait, tout le monde est resté un peu comme ça, on dirait un peu distrait, à voir les évêques se faire molester, comme ce qui s'est passé, par exemple, je ne sais pas, vers Binzalaba, où un acteur politique vraiment mal de positionnement, qui était d'ailleurs un ministre provincial des sports de Katumbi, qui s'est permis de déshabiller un prêtre. Et le Congolais
députés, présidents des partis politiques et qu'on sort tous regardant comme ça, impuissants. Oui, c'est vrai que au début, nous étions un peu tous tétanisés. Ok, il y a un moment où vous vous dites c'est grave, c'est un sacrilège, peut-être que c'est un acte isolé, peut-être que ça va plus se répéter. Mais à un moment donné, on se dit peut-être qu'il y a des gens plus légitimes, dont la voix va beaucoup plus porter, qui vont mettre le holà dans cela. Il n'y a rien eu. Nous sommes allés à la dernière célébration. Nous avons tous entendu le message des prêtres, des religieux, qui manifestaient leur indignation du fait qu'ils étaient devenus la cible de la colère, de la répression injustifiée du pouvoir. Mais il n'y a eu aucun relais. Alors, maintenant qu'après tout ça, les cycles de la banalisation du sacrilège commencent à s'installer, c'est le moment de se lever et de dire stop. Là, vous commencez à toucher à un fondement beaucoup plus sacré. Nous avons, vis-à-vis de César, effectivement des obligations. César a vis-à-vis de nous des obligations, mais nous rendons aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Et à Dieu, c'est ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Pourquoi César? Parce qu'il a châtié des rois à cause d'eux. L'affaire est que un ambassadeur, si minable soit-il, qu'il soit l'ambassadeur, vous pouvez avoir un ambassadeur des États-Unis d'Amérique, minable, en état d'ébriété, qui se vautre dans la boue, ici dans la ville de Kinshasa, mais si vous touchez à cet ambassadeur, vous touchez aux États-Unis d'Amérique. Et ces oins-là, vous touchez à eux, vous touchez à celui qui les a établis. Dieu. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Jésus n'a jamais dirigé la CENI. Hein? Oui, effectivement. À César, ce qui est à César. Hein? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais on a quand même recouru aux infrastructures de l'Église catholique pour notamment créer des bureaux relais. Pourquoi? À cette époque, on aurait dû dire, ben non, écoutez, c'est pas l'affaire de Jésus là. Est-ce que l'État était dans la capacité d'avoir un ensemble d'infrastructures logistiques pour déployer son matériel électoral? On a recouru aux infrastructures de l'Église catholique. La plupart des bureaux de vote qu'on avait, c'était dans les écoles catholiques. On aurait su dire que Jésus n'a jamais présidé la commission électorale. Peut-être, mais c'est Jésus qui a révélé les principes de l'intégrité, de la probité, de la transparence et de la gestion de l'État. Que quand vous dirigez les autres, c'est pas pour les opprimer, pas pour les tyranniser. Vous devez être au milieu d'eux comme celui qui les sert. Kabila a raison de dire à Dieu, à César ce qui est à César. C'est Jésus qui avait dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça veut dire que... C'est lui gérer et payer les Congolais comme il veut. Non, pas du tout. Il a tout fait pour les transformer. Attention, ils ont refusé de se transformer. Si l'autorité vient de Dieu, on sait que Dieu a établi les principes de l'autorité, les principes du mari sur l'épouse, et il les précise, c'est toujours réciproque. Toutes les autorités ne viennent pas de Dieu. Oh. Le roi Saoul avait été oint par Samuel. Mais lorsqu'il s'est écarté, on l'a écarté, on a oué David. L'autorité de Kabila. Donc ça veut dire que... De quoi? Il vient de la Constitution qui a fini son mandat. Point barre. La preuve, c'est qu'il a recouru à l'Église catholique. Lui, on a dit l'autorité vient de Dieu. Pasteur Mougalou a déjà dit. Mais écoutez, s'il faut une querelle théologique sur ces choses, moi, ce que je sais, que lorsqu'on exerce vraiment le pouvoir selon Dieu, on n'attaque pas les hommes de Dieu. On peut sortir la Bible comme on veut, mais je vous répète une chose. Lorsque Satan est parti tenter Jésus dans les déserts, il lui citait la Bible. Et Jésus lui répondait, il est aussi écrit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Comment ne pas attaquer les gens qui disent, nous portons le combat de la libération du Congo à son niveau mystique? Parce que ceux-là comptent sur leurs chars. Ils comptent sur leurs armes. Ils comptent sur la puissance de Goliath. Et nous comptons sur Dieu. Et eux, ils tombent. Et les pharaons, ben, ils finissent dans la mer Rouge. Mais Dieu est où quand les gens tombent? Vous faites tuer des gens. Dieu était à côté des... Dieu était à côté des Tchad quand on lui tirait dessus par cette police ou cette armée qui nous a trahis et qui a utilisé les balles de la trahison.
Dieu était à côté de ceux qui ont pleuré ces jours-là. Dieu est à côté de ses parents. Et vous ne savez pas l'œuvre qu'il est en train de faire en ce moment. Mais nous savons une chose. Le jour du devoir de mémoire, nous nous souviendrons de cette émission. Parce que la victoire est au peuple. C'est le peuple que Dieu est en train de conduire vers son affranchissement. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Le 25, vous allez encore être dans le rue? Nous marcherons le 25, nous marcherons le 26. Vous allez faire tuer nous les marcherons le Congolais 27. Non, nous ne sortons pas avec cette intention de nous faire tuer. Mais nous savons une chose. Kimbuta a déjà refusé la marche. Il n'y a pas de marche le 25. Écoutez, la terre n'appartient pas à Kimbuta. Il peut refuser tout ce qu'il veut. Il doit sentir jusqu'à un moment donné le droit de résistance à l'oppression est un des fondements de nos marches et il est inscrit dans notre constitution. Nous ne sortons pas pour piller. Nous ne sortons pas pour prendre les biens des gens. Nous ne sortons même pas pour aller au palais de la nation. Nous sortons pour appeler à César. Respecte tes engagements. Ton mandat a pris fin. Aujourd'hui, laisse que d'autres aussi puissent continuer leur mission. Même Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il s'est arrêté quelque part, Josué a continué l'affaire. Le pasteur Ekofo l'a bien expliqué, c'est la course de relais. À un moment donné, vous avez couru, vous avez fait votre job, vous donnez aux collègues, ils continuent. Il se retrouve aux États-Unis maintenant. Mais qu'est-ce qui est éternel dans la vie? Même la vie ici sur terre n'est pas éternelle. Et le jour de la mort, vous allez demander un glissement. Ekofo n'est pas ici après avoir dit ça. Oui, mais aujourd'hui, comme nous continuons à parler de lui. Tu pourras le rejoindre bientôt peut-être. Mais écoutez, ce pays nous appartient. L'exil, ça fait partie du combat politique. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, d'autres sont venus d'exil. Mais ce qui est important, c'est que le peuple congolais est debout. Et j'entends rester debout dans mon propre pays. Alors, de manière pragmatique, touche pas à mon prêtre. Oui. Vous lancez. De manière pragmatique, il faut faire quoi? Très bien. La première chose, je demande vraiment à tous qui sont en train de suivre ça, de les relayer dans les réseaux sociaux. Parce que nous connaissons l'impact psychologique que cela a. Nous pensons d'abord qu'il est important que nos prêtres sachent que nous sommes des cœurs et d'esprit et de communion avec eux. Que nous ne sommes pas étrangers à la douleur, à l'indignation et à la souffrance qu'ils subissent. Et que nous voulons les crier à la face du monde parce qu'eux, par devoir des réserves, par la nature de leur fonction et par décence de foi, ne peuvent pas. Mais nous devons relayer que nous n'acceptons pas l'inacceptable. Nous ne tolérons pas l'intolérable. Nous n'allons pas adhérer à la banalisation du sacrilège. De deux, nous lançons cette campagne que nous voulons la plus large possible partout pour que le monde sache que nous ne voulons plus qu'on touche à nos prêtres. Ça, c'est un premier point. Un deuxième cas, nous allons suivre de très près l'évolution des enquêtes sur les cas d'agression qui ont été constatés dans divers couvents pour nous assurer qu'en temps utile, les auteurs soient identifiés, déférés devant la justice et qu'ils rendent compte. Nous ne demandons pas plus, mais surtout, nous voulons aussi créer un élan de solidarité autour de nos prêtres pour qu'ils comprennent que nous sommes fiers de ce qu'ils font pour nous et que nous ne les abandonnerons pas. Parce que la stratégie du malin, la stratégie de l'oppression, c'est d'amener nos prêtres à comprendre que lorsqu'ils sont frappés, lorsqu'ils sont agressés, ils sont tout seuls. Et très souvent, c'est comme ça que l'oppression parvient à réussir. Vous avez des gens, dès qu'on les met en prison, ils sont abandonnés, même par ceux qui étaient dans leur camp. Dès qu'ils sont persécutés, ils sont abandonnés. Si aujourd'hui, nous laissons nos prêtres dans l'abandon, c'est fini. Ça n'est même fini pour nous. C'est que, bibliquement, Jésus disait lorsqu'il montait à Golgotha, il dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Parce que si on fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'on ne fera pas au bois sec? Ces prêtres-là, c'est les bois verts, qu'on ne peut pas brûler. Surtout que Human Rights Watch avait dit que c'est les rebelles du M23 qui sont Mais si aujourd'hui, on commence à vouloir consumer ces prêtres, les bois verts, nous n'aurons plus de repères. Vous devez comprendre, Peter Tiani, l'essence du sacré est que le droit d'asile tire son fondement du fait que, à une époque donnée, lorsqu'une personne était poursuivie, même pour meurtre ou pour quelque chose de grave, lorsqu'il entre dans les temples des dieux,
On ne peut plus venir le prendre là-bas. Il faut qu'un prêtre ou un sacrificateur le sorte. Même la Bible vous dit qu'il y a la cité des refuges. Donc si même quelqu'un a tué, mais dès qu'il accède à la cité des refuges, pendant les mandats du souverain sacrificateur, cette personne, tant qu'il est à l'intérieur de la cité des refuges, on ne peut pas y toucher. Ici on gaze même les églises. C'est à cause de cela que nous devons nous lever. Nous devons vraiment faire comprendre que nous ne pouvons plus admettre l'inadmissible. Parce que c'est des tactiques pour parvenir à nous faire admettre demain de groupes équivalents à des Interamwe ou des Imbonerakure qui vont commencer à entrer chez vous à la maison. Vous savez ce que Niemöller disait? C'est que quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas réagi parce que je n'étais pas communiste. Après, ils sont venus chercher des juifs. Je n'ai pas réagi parce que je n'étais pas juif. Après, ils sont venus chercher des protestants. Je n'ai pas réagi parce que je n'étais pas protestant. Après, ils sont venus chercher des catholiques. Je n'ai pas réagi parce que je n'étais pas catholique. Et un jour, ils sont venus me chercher. Personne n'a réagi parce qu'il n'y avait plus personne. Il ne faut pas attendre longtemps pour crier « stop à ceci ». Nous devons réagir, et les gens à travers le monde. La question est que si nous commençons à admettre ces premiers seuils, cette fracture dans le respect du sacré, c'est fini. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une civilisation s'il n'a rien de sacré? C'est quoi une maison où un enfant peut ouvrir la porte de la chambre des parents sans frapper à la porte? C'est parce qu'il y a un sens du sacré, il y a un sens de l'éducation que nous commençons à perdre. Et ça, c'est le triomphe de la médiocrité. Nous ne pouvons pas l'admettre. Alors tout ça, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des élections, parce qu'il faut qu'il y ait changement. Mais il y a la machine à voter dont vous vous êtes insurgé. Les États-Unis viennent de lever la voix pour dire que cette machine n'est pas une bonne option. Mais Nanga a réagi, a clairement dit qu'il n'y a pas de machine à voter, pas d'élection 2018. En dépit du fait que dans l'annexe du chronogramme d'activité de la CENI, le point 38-39 nous laisse entendre que il a nettement la période d'impression et de dispatching de bulletins de vote dans le hub. Écoutez, dans son calendrier. Dans son propre calendrier qu'il avait publié in tempore non suspecto. Donc, avant même qu'on ne puisse parler de tout cela, nous savons tous que nous sommes dans une logique de subterfuge, d'utilisation d'artifices pour prolonger de manière indue et de manière indéfinie le mandat échu de Joseph Kabila. Et la CENI est l'un des leviers qu'on utilise à côté de l'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes certains, nous sommes particulièrement certains qu'on les a pris dans leur propre piège. C'est qu'on les oblige à respecter leur calendrier, d'accélérer la décrispation et d'organiser les processus électoraux. Ce dont nos gens ont le plus peur, c'est qu'une élection transparente, crédible, implique la chute de la Kabylie dans toute son intégralité. Pendant que nous tournons encore cette émission, cette question me vient en tête par rapport à ce que vous dites. Vous avez parlé d'insécurité à gauche, à droite. La question me vient, avant que je vous pose une question sur le Rwanda, les vaches. Vous, Congolais debout, aujourd'hui c'est une émission, je vois l'initiative élevée pour ne touche pas à mon prêtre. Oui. Mais le pays est en train de partir aussi, les vaches. Les vaches. Je suis... Au Congo. Est-ce que les Congolais debout ne peuvent pas faire quelque chose? Non, je suis assez estomac. Nous, les Congolais debout, nous n'avons pas mandat ou compétence dans la régulation des mouvements migratoires des bovins et des zébus. Néanmoins, il y a une psychose et un déficit de communication énorme de la part de nos autorités. La psychose, c'est que on est toujours en train de transposer la logique d'une occupation du territoire par des forces hostiles qui viendraient derrière ces mouvements migratoires des pasteurs bovins, des bovins. Et d'un côté, vous vous rappelez qu'il n'y a pas un temps, on avait appris que certains de nos dirigeants négocieraient la transplantation
des populations sud-soudanaises sur une partie du territoire national, ou bien qu'il y a des accords pour amener des groupes armés sous couvert des pasteurs. J'ai lu un peu Colette Brackman là-dessus. Moi, pour le moment... Les gens vont quitter Ouvira là-bas, très loin là-bas. Je viens d'apprendre qu'ils ont quitté aussi Kalemi. Donc, tout ça, oui, tout ça est devenu quelque peu... Et puis, on voit le visage des gens qui savent manipuler les armes. Non, vous savez, il n'y a pas un visage qui... Il n'y a pas un visage qui sait manipuler des armes. L'affaire est que... Moi, je suis juriste. Donc, de fait, je suis factuel. OK? En soi, le fait qu'il y ait une population pastorale qui se promène, s'il remplit les règles, ça ne me heurte pas. Mais dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, où il y a l'opacité sur leur provenance, où il y a l'opacité sur les titres dont ils disposent pour assurer une aussi forte transhumance, où il y a des difficultés factuelles à concilier la distance qu'ils ont déjà eu à parcourir, les espaces qu'ils ont eu à traverser. Écoutez, on perd quoi? Notamment vous les médias d'ailleurs, à constituer une équipe, à descendre sur place. J'ai vu que Adolphe Mouzito avait eu un bon réflexe. Oui, avec les immunités qu'il avait, mais il a quand même eu des petits soucis. Voilà, donc c'est tout ça qui crée de la psychose et je trouve ça totalement aberrant, ok? Voilà, tout un pays aujourd'hui est suspendu au fait qu'il y a des ébus qui se promènent à l'entrée de la capitale sans qu'on nous dise clairement, et ce qui est encore beaucoup plus grave, à suivre les reportages, j'ai vu les réactions des populations autochtones. Il y a même des ultimatums et une volonté des fois d'en découdre par des flèches, etc. Mauvaise communication, mauvaise gestion de la communication et beaucoup d'intentions douteuses prêtées et à ceux qui viennent et à ceux qui bénéficieraient de ces mouvements-là. Qu'est-ce qu'on fait? Descendez sur place, faites un rapport, expliquez à la population ce qu'il en est, apaisez l'esprit et passons à autre chose. Un mot sur la thèse de Matata, contestée par Mabi. Et je suis en train... J'ai suivi la réaction du professeur Mabi. Il a articulé des faits juridiquement fondés. Du moins, il s'est fondé sur les textes. Bon, il a parlé de la durée minimale, il a parlé de la composition du jury, etc. J'ai lu la lettre du recteur. Je n'ai pas trop senti des réponses pertinentes. Néanmoins, parce que du moins, je n'ai pas senti de réponse juridiquement contestant les arguments de droit. Hein. Je ne suis pas encore dans les procès d'intention. Si c'est une course au dauphinat et au doctorat par transmission politique accélérée, à un moment donné, pour nous, franchement, ce n'est plus ça notre propos. Doctorat par transmission. Sinon, c'est vocal inter. Oui. Donc, il faut un peu dans les réseaux sociaux, on est parce qu'on est des docteurs. Voilà, c'était Minakou. Oui. Bon, après, par exemple, pour Aubin Minakou... Bientôt, moi aussi, je serai... pour Aubin Minakou, l'image désastreuse, c'était de voir un jury au garde à vous pendant que lui descendait, alors même qu'il n'avait même pas encore présenté sa thèse. Le jury reçoit les... on a reçu le candidat ou le président de Non, lorsque vous allez à l'université, vous laissez vos titres chez vous au bureau. Et c'est des grandes distinctions. Donc, bon, en règle générale, de toute façon, on se complique plein. En règle générale, lorsque vous êtes admis à présenter votre thèse, c'est que vous l'avez déjà réussi. Après, peut-être le point, soit c'est cum laude, donc avec acclamation du jury, ou bien grande distinction, etc. Lorsque votre directeur des thèses admet que vous pouvez maintenant venir la présenter, c'est que vous avez réussi. C'est pas pour venir échouer les jours de la défense, sauf vraiment si vous êtes extrêmement minable et médiocre. Bon, là n'est pas tellement mon propos. Mais je considère quand même aussi, on pouvait s'éviter ce genre de polémique. Pourquoi en amont? Parce que normalement, avant la publication des thèses, je crois qu'on publie et le nom du jury et le nom de tous ceux qui vont y prendre part. On aurait tous gagné à ce que on puisse éviter ça. C'est indécent, c'est malsain, et c'est encore ça qui concourt à remettre en cause la crédibilité et les niveaux de nos diplômes à l'étranger. Pour nous qui avons eu à prester à l'étranger avec des diplômes congolais, moi j'ai étudié dans une université, l'université Congo, en fac de droit à Mbanzangu ou un peu à Matadi à Boma, l'ancienne Unibase. Donc
bon, je raconte pas ma vie. J'ai fait l'équivalent de ce que vous appelez un DEA ici, c'est un master de recherche à Paris, à la Sorbonne, ok? Avec mon diplôme congolais. Donc, ça veut simplement dire que, et celui notamment qui a dirigé mes 2 dissertations de TFC et mémoire, c'est le professeur Alphonse Toumbalouaba que je salue ici. Et donc, c'est pour dire que je suis fier de la formation que j'ai reçue dans mon pays. Mais deux fois, s'il y a maintenant des querelles d'ego politique qui viennent transparaître dans la vie estudiantine, ces gens ne nous rendent pas un service intéressant. Parce qu'après, bah, qu'est-ce qui va arriver? Après, on va dire qu'on donne des diplômes de compétences. Toujours l'UPC. Il y a un député là-bas en droit qui devait faire un concours. Il ne savait pas la différence entre avocat et avocat général. Toujours l'UPC. Maintenant, bon. Ce matin, tu as toujours l'UPC. Et pourtant, l'UPC est une institution catholique, une institution universitaire de renom, comme l'université catholique, mais etc. Je ne comprends pas. Non, mais le recteur Ngoïboli, c'est un beau monsieur que j'ai connu à l'époque à la CI. Bon, à l'époque, vous avez connu à l'époque. Oui, c'est vraiment un monsieur non conflictuel et un pasteur. Mais si on lit sa lettre à Mabi... Non, sa lettre, je l'ai dit, je l'ai connu, sa lettre. Je n'avais pas l'impression qu'elle apportait des réponses en droit. On dirait que ça sentait les billets verts, cette lettre. Non, je ne sais pas, je ne peux pas faire de procès d'intention. Macroéconomique. Non, je ne peux pas faire de procès d'intention. Ceci dit, d'ailleurs... Matata Pogno sur le plan théorique n'est pas médiocre. Sur le plan théorique, c'est plutôt au niveau de la pratique. Il nous a fait manger de la croissance économique et du cadre macroéconomique. Nous avons mangé mais là, on était dans la cotation, de sa thèse. Donc, franchement, je n'ai pas, en dehors de la lettre du prof Mabi et de la réaction, je n'ai pas d'autres éléments. Maître, Matata nous a mené des croissances chaque lundi lui-même avec des troïkas, avec des 50. Oui, la troïka. La croissance économique de sa vie, oui. De la vie des Congolais en tant que journaliste, je ne peux pas le confirmer ici. Nous avons des gens qui ont des diplômes, qui sont des détenteurs de diplômes, mais sur le terrain, c'est la catastrophe. Exact. Aujourd'hui au Rwanda, VW vient s'installer. Avant, on avait Général Motor ici, on avait Peugeot ici. La question. Tranquillisez-vous. Oui. Pour fabriquer VW, on connaît l'histoire de VW par Frédéric Porsche. Oui. Hitler a voulu qu'on fabrique le VW, c'est le Volkswagen, la voiture du peuple. Voiture du peuple. Oui. C'est ce que Kagame emmène au Rwanda. Au Rwanda, l'électricité. Avec même le lac Kivu, vous voyez ce que le Rwanda fait. Oui. Au Rwanda, aujourd'hui, 20 ans après le génocide, il fait beau vivre au Rwanda. Maître Congolais debout, cette question à vous et à tous les Congolais qui nous suivent. 20 ans après, 1997, 2018, je veux dire 21 ans après le départ de Mobutu, le fonctionnaire a du mal à nous les deux bouts de moi. Ceux qui étudient quand ils terminent, ils n'ont pas de boulot. Les rares qui ont de boulot sont mal payés. Oui. Et les rares qui créent des structures dans le macadam pour survivre, on est en train de casser partout. Exact. Et le Congolais, lorsqu'il entend DV Loterie, tout le Congolais veut partir. Et on ferme Schengen. Personne ne veut rester. Exact. Et Joseph Kabila dit, il ne nous a pas changé. Congolais debout, Congolais qui vous suivent, quand les gens veulent l'élection, quand les gens veulent le changement, ce n'est pas la tête de Kabila, des syndicats, de Moïse Katumbi, c'est la vie du Congolais. Le minimum est catastrophique. Au regard de ces faits, que pouvez-vous dire aux Congolais? D'ailleurs, vraiment, c'est intéressant parce que c'est même le sens ontologique de notre existence. Syndicat Dokolo l'a dit récemment en disant que notre combat, plus nous avançons dans le combat, il a constaté que nous avons d'abord un combat de mentalité. C'est un changement des mentalités qui va nous permettre aujourd'hui de nous assumer en tant que citoyens. Nous avons compris une chose, les régimes issus de l'AFDEL et qui continuent à fonctionner est parvenu à détruire en nous l'essence de l'identité citoyenne. Donc un citoyen qui se sent concerné par l'état des routes, par l'état des finances des pays, par l'état des hôpitaux, par l'état des écoles et par même l'état de la gestion de nos mines. Donc, quelqu'un qui est à Kinshasa doit se sentir concerné par ce qui se passe à Djougou, ce qui se passe à Kasenyi, ce qui se passe à Bogoro, ce qui se passe à Kalemi. C'est ça même la caractéristique d'une nation. C'est ça la caractéristique d'une nation. C'est que nous avons tous un destin commun et le devenir et l'avenir de ces pays est notre affaire à tous. Nous avons encore une chose, c'est ce sens
de garder nos frontières communes. Mais c'est sens d'avoir un destin commun, nous devons commencer à les cultiver. Nous devons aboutir à une chose aussi. C'est bien, hein? Nous sommes responsables de notre classe politique. Hein? Nous ne sommes pas exempts de la situation que nous sommes en train de vivre. Parce que ces gens sont issus de nous. Tous ces médiocres-là sont issus de nous. Ils sont issus de nos familles, ils sont issus de nos écoles, ils sont issus de notre pays. Nous parlons la même langue, nous vivons sous les mêmes soleils. Et quand ils sortent, on les appelle excellence. Même sa médiocrité excellente. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est que désormais, quand on va vouloir organiser des élections, si pour vous aller suivre un candidat, c'est parce qu'il vous achète à boire, Polo. il vous donne des t-shirts, etc. Donc, il achète votre droit d'aînesse, comme Esaü avait vendu à Jacob. Donc, une fois qu'il va au gouvernement, est-ce qu'il va au Parlement? Il veut rattraper ce qu'il a dépensé. Donc, si vous voterez pour ce genre de gens, mais effectivement, vous répéterez ces cycles. Aujourd'hui, les gens vont dans ce qu'on appelle la mangeoire. Ils vont au gouvernement parce qu'ils veulent rattraper un retard. Vous voyez des gens hier qui étaient des opposants à radicaux. Exactement, ça a contribué. Aujourd'hui, c'est eux qui envoient les gens gazer les gens. C'est ce qui a contribué à démotiver les gens pour les marches de l'opposition. Dieu merci, le CLC a repris le flambeau. Et c'est ce qui a prouvé. Parce que pourquoi ce pouvoir est en train de crier sur les clergés et sur l'église? Parce que ce pouvoir était parvenu à faire vendre à l'opinion que le peuple congolais ne soutenait plus l'alternance, ne soutenait plus la démocratie, parce que derrière eux, parce qu'ils n'étaient plus derrière les politiciens de l'opposition. Mais c'est le seul qui a démontré que nous sommes toujours pour l'alternance, nous sommes toujours pour la démocratie, nous sommes contre les glissements permanents de Joseph Kabila, contre la dictature qu'il est en train d'installer. Mais nous ne sommes pas derrière un politicien pour en faire un premier ministre ou un président de la République. Nous sommes derrière des valeurs républicaines, derrière des principes démocratiques. Le jour J, que chacun choisit son candidat, y compris du PPRD. Si il réunit les voix. Bon, ils remplissent les conditions. Ils peuvent être à dauphin aussi, on ne sait jamais. Bah écoutez, ce n'est pas plus qu'ils ont même une pléthore de doctorants et des docteurs. C'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Mais ce qu'on veut, c'est que nos voix se valent. La vôtre comme la mienne, comme celui qui sera à Manono ou celui qui sera à Tsanganor, nos voix doivent se valoir. Maître, vous n'avez pas les droits de marcher, vous n'avez pas les droits de vivre, vous n'avez pas les droits à la vie, à une bonne santé, encore moins un bon salaire. Vous aurez les droits à un vote. Vous y croyez? Raison pour laquelle nous devons être debout. Nous sommes des Congolais debout. Ce que nous réclamons, ce que nous exigeons, ce n'est pas une faveur. C'est ce qui fait de nous des citoyens d'un même pays. La même constitution qui a reconnu à un chef d'État d'être président de la République et la même constitution qui me reconnaît le droit à la vie, le droit à manifester librement et de manière pacifique et le droit à choisir un autre président de la République, un autre député. Tous les articles de la constitution se valent. Donc il n'y a pas des articles qui vous permettent d'exercer un pouvoir sur nous et qu'il n'y en ait pas d'autres qui nous autorisent aussi à avoir des contreparties face à un pouvoir qui peut devenir d'oppression. Et le droit de résistance à l'oppression, c'est l'article 64. Et le droit à protéger les évêques. Les évêques sont pour nous l'expression de notre liberté d'opinion, de notre liberté religieuse. D'une part, ils reflètent pour nous le sens du sacré qui édifie un pays. C'est le sens de la civilisation. L'homme est devenu l'homo sapiens et il s'est distingué de l'animal lorsqu'il a eu le sens du sacré, lorsqu'il a su enterrer les morts. Sous vos applaudissements, on termine cette émission. Maître, merci. Vous venez de manière passionnée et vous communiquez avec votre cœur. Ça nous fait plaisir d'avoir en face de nous un compatriote qui est convaincu de ce qu'il dit. Hein? Merci infiniment. Et on espère que ça va avoir de l'effet pour l'opinion, tout en vous informant aussi que Zuma est parti. Et oui, comme Mugabe était parti. À qui le prochain tour? Mais on se rapproche de plus en plus de chez nous. Hein? Mesdames, mesdemoiselles, c'est dans la SADC en tout cas. Ça tourne dans la SADC. Qui a eu Mugabe, il était à la SADC. Il y a eu Zuma qui est à la SADC. Ben, citez les pays de la SADC, on se rapproche. Hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission
est terminée.